bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, au menu ce soir, ce sont les relations égypto-rwandaises et ce, à la lumière de la visite qu'effectue actuellement en Égypte le président rwandais Paul Kagame qui s'est entretenu ce matin avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Aussi ce soir, nous allons parler des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient actuellement à New York et ont certainement à la une de son agenda, la question palestinienne et tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. Il faut rappeler aussi que cette édition de l'Assemblée générale des Nations Unies a connu la reconnaissance officielle d'un certain nombre de pays de l'État palestinien. On parle de pays comme la France, le Royaume-Uni, le Portugal et l'Australie. C'est le président donc Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui son homologue rwandais Paul Kagame. La rencontre a abordé plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux présidents ont ensuite assisté à la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente, des mémorandums qui couvrent plusieurs domaines. Tout de suite les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli aujourd'hui au palais d'Al-Ittihadiyya le président rwandais Paul Kagame. Les deux présidents ont tenu une session élargie de discussion en présence des délégations des deux parties. À cette occasion, le président el-Sisi a réaffirmé l'attachement de l'Égypte à soutenir le Rwanda dans la réalisation de ses aspirations au développement et à sa volonté de renforcer la coopération dans le domaine du renforcement des capacités, contribuant ainsi à la réussite de la vision 2050 du Rwanda. De son côté, le président Kagame a salué la coopération existante entre les deux pays, soulignant les bénéfices mutuels pour les peuples des deux nations et exprimant son souhait de développer davantage cette coopération fructueuse avec l'Égypte. La rencontre a abordé plusieurs questions régionales et internationales, notamment la situation dans la région des Grands Lacs. Les deux parties ont également discuté des évolutions dans la région de la Corne de l'Afrique et des moyens de renforcer la paix et la sécurité dans cette zone. À cet égard, les deux présidents ont échangé leurs points de vue sur le renforcement de l'intégration entre les pays du bassin du Nil. Le président el-Sisi a souligné que la question de l'eau était existentielle pour l'Égypte, en particulier face à la rareté hydrique extrême qu'elle connaît, insistant sur le fait que l'Égypte ne saurait tolérer toute atteinte à ses droits en matière d'eau. Il a ajouté que la coopération dans le bassin du Nil doit se fonder sur l'esprit de coopération et de compréhension pour garantir l'intérêt commun. Les discussions ont aussi abordé la coopération au sein de l'Union africaine. Concernant la question palestinienne, les deux dirigeants ont discuté de l'évolution de la situation à la suite de la conférence sur la solution à deux États tenue à New York, ainsi que de l'augmentation du nombre de pays reconnaissant l'État de Palestine. Le président el-Sisi a affirmé son homologue rwandais des efforts égyptiens pour mettre fin à la guerre israélienne sur Gaza et intensifier l'acheminement de l'aide humanitaire. Il a réitéré le rejet catégorique par l'Égypte de toute tentative de déplacement forcé du peuple palestinien hors de ses terres, soulignant que l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, restait la seule voie vers une paix durable et la stabilité dans la région. Les deux présidents ont ensuite assisté à la signature de plusieurs mémorandums d'entente dans les domaines de la gestion des ressources en eau, l'échange d'attributions de terrain à des fins logistiques, économiques et commerciales, le logement, ainsi que la promotion et la protection des investissements. Les deux dirigeants ont également tenu une conférence de presse conjointe pour exposer les résultats de leurs discussions.
l'Égypte qui renforce donc sa coopération avec les pays du bassin du Nil dans le Rwanda et ce surtout pour garantir sa part d'eau. Il faut rappeler que l'approche de l'Égypte repose sur le développement de projets conjoints dans les domaines de la gestion durable de l'eau, de l'irrigation moderne, de l'agriculture et de la production de l'énergie hydraulique. L'Égypte s'efforce de consolider sa coopération avec les pays du bassin du Nil, notamment le Rwanda, afin d'assurer la protection de ses ressources hydriques et de préserver sa part historique du fleuve. Dans ce cadre, les autorités égyptiennes mettent l'accent sur l'importance du dialogue et de la coopération régionale pour relever les défis liés à la sécurité de l'eau et au changement climatique. L'approche de l'Égypte repose sur le développement de projets conjoints dans les domaines de la gestion durable de l'eau, de l'irrigation moderne, de l'agriculture et de la production d'énergie hydraulique. Ces initiatives visent à renforcer l'intégration régionale et à garantir une utilisation équitable et rationnelle des ressources du Nil au bénéfice de tous les pays riverains. Le partenariat avec le Rwanda s'inscrit dans cette vision stratégique, en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération bilatérale et multilatérale, contribuant ainsi à la stabilité et au développement durable dans la région du bassin du Nil. Bien, pour parler des relations égypto-rwandaises et surtout certainement de la visite qu'effectue en Égypte actuellement le président rwandais Paul Kagame, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, monsieur l'ambassadeur Medhat Elmilig, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir à vous. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler des entretiens qu'a eu ce matin le président Abdel Fattah el-Sisi avec son homologue rwandais Paul Kagame. Certainement, on parle de relations bilatérales, de la coopération entre l'Égypte et le Rwanda dans plusieurs domaines, mais aussi de questions d'intérêt régional, comme la situation dans la région des lacs, des Grands Lacs, de la Corne d'Afrique, et aussi d'intérêt commun qui couvre les dossiers internationaux. Exactement, effectivement. Alors, je trouve que la visite du président rwandais vient dans un moment très délicat des relations entre les deux pays. Il est très important de marquer qu'il y a eu un changement clair dans la politique égyptienne en ce qui concerne les relations avec l'Afrique. Oui. Et cela a exigé depuis la tenue du pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi a pris une vision qui est beaucoup plus large, un retour stratégique vers l'Afrique qui est fondé sur le partenariat, le respect mutuel et le slogan égyptien fameux des approches gagnant-gagnant. Je pense que ce qui marque les approches égyptiennes vers l'Afrique et qui la diffère et la distingue des autres pays qui essayent d'établir des relations étroites avec le continent africain. Le Rwanda n'est pas seulement un acteur clé en Afrique de l'Est, mais il est aussi une voix de plus en plus influente dans les affaires continentales, souvent mise en avant sur des réseaux sociaux comme un modèle de résilience et de transformation africaine. Alors, d'ici vient l'importance de cette visite et je trouve que c'était le moment de recevoir un pays qui a exécuté beaucoup de changements dans une très courte période de la vie de ce pays.
Très bien. Monsieur l'ambassadeur, je ne sais pas si c'est une remarque ou pas, alors que les regards sont dirigés vers New York, les États-Unis, où se déroulent les travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Certainement, c'est le Premier ministre et le chef de la diplomatie qui sont là pour représenter l'Égypte. Et c'est l'Égypte sur place, c'est le président égyptien qui reste ici au Caire pour parler aussi de questions, des relations de l'Égypte avec l'Afrique. Et si vous le voulez bien, c'est-à-dire l'intérêt de l'Égypte va se poser toujours, on va toujours être intéressé par les relations de l'Égypte avec ses différents partenaires. C'est très intéressant de diversifier les relations, de faire en sorte d'avoir des relations assez équilibrées, de s'intéresser à tous les dossiers qui préoccupent l'Égypte, donc certainement la question des eaux du Nil et ses relations avec ses frères africains. Aujourd'hui, quand on parle du Rwanda en particulier, quels sont les domaines de coopération les plus importants, si vous le voulez bien? Alors, comme vous venez de le dire, il y a toujours un accent particulier de la part de la politique extérieure de l'Égypte sur les pays du bassin du Nil. Pour nous, le Nil est toujours été et le demeure la ligne de vie de notre pays. La coopération avec les États en amont est donc une question, comme on le dit, existentielle. Le Rwanda, bien que n'étant pas un voisin direct en amont, mais il est toujours un membre actif de l'initiative du bassin de Nil et une voix montante en Afrique de l'Est, comme on l'a déjà précisé. Alors je pense que Son Excellence, Monsieur le Président, veut vraiment établir la confiance avec Kigali en renforçant la position de l'Égypte dans toutes sortes de dialogues liés à la rivière, au Nil, tout en contrant la perception de rivalité et à son nul. Alors, le Rwanda aussi, d'autre côté, est très important de parler de ce pays parce qu'il est devenu un symbole de bonne gouvernance, de transformation numérique, de croissance inclusive. Tout à fait. Alors, tout cela pour l'Égypte ouvre de nouvelles opportunités dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation et même certainement le domaine le plus fameux pour l'Égypte, celui du renforcement des capacités africaines. Ce partenariat revêt aussi d'une dimension symbolique. Deux pays qui travaillent ensemble pour promouvoir, comme on le sait depuis la présidence égyptienne de l'Union africaine, quand on parlait des solutions africaines aux défis africains. Et cela est un exemple modèle du Rwanda et comment est-ce que le Rwanda a pu surmonter les problèmes qu'il a vit pour devenir un des États les plus importants du continent africain. Le Rwanda est souvent présenté aussi comme la nouvelle Singapour africaine. D'accord. Ce qui fait de lui un partenaire, je veux dire, attractif pour la vision égyptienne de la coopération avec les pays africains. Tout à fait. En fait, c'est intéressant de rappeler les déclarations du président Kagame qui a salué en fait la coopération existante déjà entre l'Égypte et le Rwanda. Il a souligné les bénéfices mutuels pour les peuples, pour les deux peuples justement. Il a exprimé aussi son souhait de développer davantage cette coopération fructueuse avec l'Égypte, d'où certainement la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente ce matin. Le président ici, il a certainement aussi salué les relations égypto-rwandaises, mais en ce qui concerne la question des eaux du Nil, le président Sisi a précisé que la question de l'eau du Nil était existentielle, en particulier face à la rareté hydrique extrême qu'elle connaît. Il a insisté aussi sur le fait que l'Égypte ne saurait tolérer toute atteinte à ses droits en matière d'eau. Aujourd'hui, on voit la coopération entre l'Égypte et d'autres pays africains dans des projets qui couvrent le domaine des eaux en général, que ce soit la gestion durable de l'eau, l'irrigation moderne ou parfois la mise en place de barrages, si vous le voulez bien. Alors moi je trouve que certainement ce que a parlé le président Abdel Fattah al-Sisi, il parle d'un problème ou bien d'une nécessité existentielle pour l'Égypte. L'eau du Nil
est une raison existentielle de l'Égypte et c'est pour cela qu'on est prêt à nous battre diplomatiquement jusqu'à la fin des jours pour arriver à une solution à cette crise dont on souffre. Mais cela dit, on doit toujours parler du slogan égyptien en ce qui concerne la coopération avec l'Afrique. Je l'avais déjà dit au début de mon intervention, je la répète. Oui. C'est le slogan gagnant-gagnant. Alors, le partenariat doit aussi se traduire dans des résultats tangibles, concrets, que ce soit dans le domaine des commerces et des investissements, comment est-ce qu'on peut encourager les entreprises égyptiennes à investir dans les secteurs émergents rwandais, tout en ouvrant le marché égyptien aussi aux exportations rwandaises, notamment le café, le thé et tout autre produit que le Rwanda est fameux avec. Et puis ensuite, il y a le domaine du renforcement de capacités. Alors, il y a des bourses, des formations techniques, des transferts de savoir-faire, je veux dire. Oui. Alors, ça, c'est un pôle continental pour le développement de talents. Aussi dans le domaine des infrastructures et connectivité, coopération sur les corridors de transport, les infrastructures numériques et les projets de l'énergie renouvelable. N'oublions pas que l'Égypte est promis d'être un pays hop pour pouvoir être le plus important dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'hydrogène vert et ainsi de suite. Et finalement, ici, il y a aussi le domaine de l'eau et climat, avec des initiatives conjointes pour une gestion durable de l'eau et l'adaptation climatique, un domaine qui est purement vital pour les deux pays. Je pense qu'il y a beaucoup de domaines sur lesquels on peut travailler ensemble. Oui. Le temps de la visite et le moment de la visite est très important et que l'Égypte montre avec cela l'importance. Vous avez parlé aussi d'un point qui est assez intéressant, celui de la présence seulement du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères à New York et pas le président lui-même. Et moi je trouve que c'est une très bonne étape parce que le président de la République a déjà réaffirmé pour la 100e fois la position d'Égypte en ce qui concerne le conflit israélo-arabe et que comment est-ce que maintenant avec la reconnaissance de l'État palestinien, comment est-ce qu'on peut travailler. Ce n'est plus l'étape demandée par l'Égypte, mais par la communauté internationale. L'Égypte, sur la langue de son président lui-même, n'a plus rien du tout à ajouter à ce qui a été déjà dit. La position égyptienne est claire et la position du monde entier est claire. Je pense que le nombre de pays qui reconnaissent l'État palestinien a dépassé celui du nombre des pays qui ont reconnu Israël. Très bien, Monsieur l'ambassadeur, si vous me le permettez, justement, j'aimerais bien saisir l'occasion, puisque vous avez parlé de cette question, la reconnaissance d'un nombre encore plus important de pays d'un État palestinien. On voit que les positions changent aujourd'hui, et donc si cette reconnaissance reste à portée plus ou moins symbolique, à quel point ça peut aider la question palestinienne? Alors, premièrement, notre vocabulaire doit changer. D'accord. Dans tous les domaines de notre presse, on ne doit plus parler des territoires palestiniens occupés, mais plutôt de l'État de la Palestine occupée. Alors là, je pense que ça doit être, parce que c'est devenu un État avec une majorité écrasante de pays qui ont reconnu tout cela. En même temps, vous m'avez posé une question en ce qui concerne comment est-ce que cela peut être les mesures pratiques qu'on peut les utiliser pour qu'on puisse parler de vraies étapes envers l'établissement de l'État palestinien. Alors, on doit sûrement parler de cette communauté mondiale, notamment les pays occidentaux, qui viennent de reconnaître l'État palestinien, que ce soit l'Angleterre ou la France ou la Belgique, Luxembourg, Saint-Maurino, Portugal, Australie, Canada, tous ces pays qui se sont ajoutés à d'autres pays qui adorent la liberté et qui cherchent un monde juste, doivent prendre des étapes concrètes envers l'État palestinien. Comment est-ce qu'on peut imposer des sanctions contre Israël? Comment est-ce qu'on peut imposer une reconnaissance
ou bien je veux dire cette situation d'impunité envers Israël doit arrêter, oui. Et qu'on doit essayer de mettre une pression sur le seul pays maintenant qui est en train, d'une manière inconditionnelle, à supporter Israël et à soutenir Israël, c'est les États-Unis. Et je pense qu'avec ces grands pays tels que le Canada, l'Australie, l'Angleterre et la France... Voilà, l'Angleterre, oui. Exactement. Alors, avec ces pays-là, je pense qu'on peut exercer une raison forte. Sinon, ça ne serait qu'une simple étape diplomatique qui ne va pas vraiment aider à reconstruire ce pays et à déclarer un pays indépendant avec des frontières claires, comme on le désire toujours, 67. Sur les frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est, la capitale. Cela ne va pas venir de soi, ne va pas s'achever de soi, mais il y aura sûrement un travail qui est beaucoup plus lourd que la simple étape de reconnaître l'État palestinien. Tout un processus. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meili, et merci beaucoup à vous. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous de vos précisions pour toutes ces informations. Là, donc, c'est le moment donc de changer de dossier aussi. Je rappelle donc pour direction à New York, c'est le Premier ministre Mostafa Madbouli qui a participé aujourd'hui au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la séance d'ouverture du segment de haut niveau des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Cet événement a rassemblé un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement ainsi que les chefs de délégations participantes aux réunions de l'Assemblée générale en présence du ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati et de l'ambassadeur Osama Abdel Khael, représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations unies à New York. À son arrivée au siège des Nations unies, le Premier ministre a rencontré le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. Une photo commémorative a été prise à cette occasion avec le secrétaire général qui a souhaité la bienvenue au Premier ministre ainsi qu'aux chefs de délégation présents. La séance d'ouverture comprend des allocutions prononcées par plusieurs chefs d'État et de gouvernement et par les chefs de délégation participant aux travaux de l'Assemblée générale. Ces interventions mettent en lumière les principales questions d'importance mondiale et humanitaire. La discussion de cette année est présidée par la présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Madame Annalena Baerbock, qui se tient sous le thème « Mieux ensemble ». 80 ans au-delà pour la paix, le développement et les droits de l'homme. Mostafa Madbouli, le Premier ministre, il a averti lors du sommet de New York consacré à la solution à deux États qu'il n'y aura pas de stabilité au Moyen-Orient sans une réponse aux aspirations légitimes du peuple palestinien pour une solution certainement juste et globale et qui répond effectivement aux aspirations légitimes du peuple, de ce peuple, le peuple palestinien, à établir son État indépendant sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Lors de la conférence internationale de haut niveau pour un règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux États qui se tient dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Dans ce cadre de la semaine de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre Mostafa Madbouli a prononcé un discours au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Madbouli a affirmé qu'il n'y aura pas de stabilité au Proche-Orient sans une solution juste et globale qui répond aux aspirations légitimes du peuple palestinien à établir son État indépendant sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. S'adressant à l'Assemblée, il a souligné que la sécurité d'Israël ne sera assurée ni par la force militaire, ni par une tentative d'imposer un fait accompli. Il a ensuite condamné l'agression israélienne en cours contre les territoires palestiniens, ainsi que l'agression contre le Qatar, affirmant que l'absence d'horizon politique conduirait à de nouveaux cycles de violence. Un cessez-le-feu dans la bande de Gaza est indispensable, a-t-il déclaré, accusant Israël de commettre un génocide sur le territoire. Le Premier ministre a également affirmé que l'Égypte rejetait catégoriquement toute tentative de déplacer le peuple palestinien et de liquider sa cause,
s'engageant qu'en œuvre pour assurer la survie du peuple palestinien sur son territoire et la reconstruction de la bande de Gaza. Il a appelé la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour parvenir à une solution juste, s'appuyant sur des récents développements diplomatiques. Madbouli a précisé que le Caire accueillerait une conférence sur la reconstruction de Gaza dès qu'un cessez-le-feu serait en place dans le territoire palestinien ravagé. La conférence de New York a témoigné d'une reconnaissance régionale et internationale de l'État palestinien. La France, le Royaume-Uni, le Portugal et Monaco ont officiellement reconnu la Palestine et d'autres pays devraient suivre pour porter le nombre total des pays reconnaissant l'État de Palestine à plus de 150, dont 193 pays membres de l'ONU. Les travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, des travaux qui se poursuivent avec certainement une édition assez spéciale pour la reconnaissance d'un État palestinien par certains pays et une conférence pour la solution à deux États menée par la France et l'Arabie saoudite. Pour parler de ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Allô. Bonsoir Madame l'ambassadrice. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct pour parler de cette question. Nous parlons effectivement des travaux de cette édition spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aujourd'hui, on parle d'une conférence pour la solution à deux États. On parle de la reconnaissance de nouveaux pays, en fait, d'un État palestinien, à savoir la France, l'Angleterre, l'Australie, le Portugal, des pays qui s'ajoutent à ceux qui l'ont déjà fait au cours des mois qui se sont écoulés. Donc un certain changement dans la position de la communauté internationale. Quel regard vous portez sur l'édition actuelle des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, Madame l'ambassadrice? Écoutez, il faut différencier entre la session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout à fait. Et la conférence internationale de haut niveau sur la solution pacifique de la question palestinienne et la solution des deux États. La deuxième conférence qui se tient sur les marges de l'Assemblée générale des Nations Unies est présidée et co-présidée par l'Arabie saoudite et la France. Et c'est la deuxième édition de ce rassemblement international qui croit à la solution des deux pays, des deux États, et dont la France se tenue il y a quelques semaines, quelques mois, disons, très peu aussi à New York. D'accord. Mais là, l'importance de cette deuxième cette conférence-là, c'est qu'elle vient en parallèle, comme vous l'avez bien décrit, avec la reconnaissance de plusieurs pays, qui sont plus de 150 pays qui ont reconnu la Palestine comme État complet, qui devrait être membre à part complète aux Nations Unies. Mais l'important, c'est qu'il y a des pays occidentaux très importants qui se sont joints à ces 150 pays. Alors que leur position, si on parle même au début de cette année, n'était pas très sûre et ils n'étaient pas... It is the longest standing conflict in the world. An illegal occupation of a